Information sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. La revue sectorielle éducation formation, un rapport documenté du plan sectoriel éducation formation sur la période 2016-2025, bilan et perspectives pour des secteurs où le financement des établissements scolaires et de formation figure en tête des priorités et des stratégies. Désir de parentalité et infertilité, un sujet de santé publique aussi tabou dans notre société. Un couple sur 5 en Côte d'Ivoire en souffre, une crise potentielle à laquelle la science apporte des solutions. Alexis Vaudraogo nous plonge dans le processus de procréation assistée dans un centre spécialisé, le seul en Afrique de l'Ouest, basé à Abidjan. Et nous verrons aussi ces événements au Mali, des attaques coordonnées contre l'armée malienne dans le nord du pays, des rebelles du FLA et les djihadismes du JNIM ont pris en embuscade un convoi de l'armée constitué de 4 véhicules, dont un blindé entre Kidal et Anéfis. Des coordinations autour du secteur éducation-formation, une task force sur le financement des établissements scolaires et de formation co-organisée par les ministères en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Une revue sectorielle annuelle pour faire le point sur la mise en œuvre du plan sectoriel 2016-2025 adopté par le gouvernement et endossé par les partenaires techniques et financiers. Franck Wadio et Adama Kéré nous parlent de cette session. Le Premier ministre Robert Beukri-Bambé préside à l'ouverture de la revue sectorielle conjointe du secteur Éducation-Formation 2025, intégrant le plan sectoriel Éducation-Formation 2016-2025, un exercice annuel qui dresse l'état des lieux et les perspectives de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur, comme l'explique le professeur Marietou Koné au nom des 3 entités. Le secteur éducation-formation a enregistré des avancées notables depuis 2021, notamment au niveau de l'offre d'éducation-formation qui s'est nettement accrue avec la construction de plusieurs milliers de salles de classe, de plusieurs centaines de collèges et lycées d'enseignement général, de plusieurs dizaines de lycées techniques et centres de formation professionnelle et d'une dizaine d'universités publiques. Toutefois, en dépit de ces efforts, l'insuffisance des ressources de fonctionnement, le déficit en équipement adéquat constituent des freins majeurs à l'atteinte de nos objectifs. C'est pourquoi la présente revue sectorielle devra, au-delà du bilan des actions menées, faire toute la lumière sur les réalités du terrain afin de dégager ensemble des pistes concrètes d'amélioration. Des pistes d'amélioration, mais surtout le financement des projets liés au secteur, l'apport des partenaires réunis au sein du groupe local des partenaires pour l'éducation-formation est salué. Avec 114,9 milliards de francs CFA, il constitue plus de 6% du financement global et 43,7% des dépenses d'investissement. Le GPLE note avec satisfaction les efforts significatifs du gouvernement pour l'amélioration de l'accès à l'éducation de base, à travers notamment la construction d'un nombre important d'écoles primaires, de lycées et collèges de proximité. L'éducation nationale et l'alphabétisation, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. 3 secteurs clés dont la part dans le budget de l'État est estimée à 21,1%. Le chef du gouvernement relève les enjeux de cette revue sectorielle Éducation-Formation 2025. Les thèmes retenus cette année, c'est le financement des établissements scolaires et de formation. Est crucial. Il met en évidence une problématique qui se pose avec acuité à l'ensemble de nos structures publiques d'éducation et de formation et qui a un impact sur la qualité et l'efficacité de nos interventions. L'opportunité nous est donc offerte, au cours de cette revue, d'explorer les solutions structurantes comme la contractualisation performance, l'optimisation des ressources disponibles, les partenariats publics-privés, la diversification des sources de financement et la digitalisation de la gestion.
Au Premier ministre de noter donc l'apport de mécanismes de suivi des performances dans un secteur aussi stratégique que l'éducation-formation. Ces réflexions autour de la revue sectorielle 2025 et du plan sectoriel éducation-formation 2016 à 2025 auront pour dénouement final la journée du mardi 15 juin. Des stratégies pour des engagements renouvelés pour une école ivoirienne de qualité. Et lorsque le système a des rouages efficaces, l'excellence se suit chez l'apprenant. Et ils sont nombreux à être pris, pour exemple, après les évaluations et examens à grand tirage en fin d'année scolaire et universitaire. Dans la ville de Grand-Bassam, les meilleurs élèves de l'année reçoivent un prix d'excellence. Ils sont en tout 27 élèves de toute la commune. Des ordinateurs, des tablettes et des bourses d'études encouragent leur mérite. Le récit de Davis Oyo. 16 tablettes et 14 ordinateurs portables sont remis aux lauréats. Cerise sur le gâteau, les 2 meilleurs élèves au bac. Toutes catégories, Marie-Agnès Essien Ebla et Chris Yao Kwaku ont également reçu chacun une bourse d'études de 6 millions de francs CFA avec la possibilité de choisir librement leur université, dont les frais seront pris en charge par le maire Jean-Louis Moulot. Nous sommes honorés d'avoir été récompensés par la mairie. Je dédie ce travail à Dieu, à ma famille. Je remercie beaucoup mes parents qui m'ont soutenu. Le message que j'aimerais bien passer aux lauréats, c'est vraiment de continuer. Ils sont déjà excellents au niveau du travail. On leur demande de poursuivre leurs rêves. C'est seulement avec le travail et la persévérance qu'ils vont pouvoir y arriver. Nous avons eu de très bons résultats cette année et nous en sommes fiers. Donc nous félicitons et les élèves, les parents et les professeurs encadreurs. Le sous-préfet de Grand-Bassam, représentant le préfet, salue cette initiative qu'elle qualifie de visionnaire en rappelant que le premier magistrat de la commune œuvre pour cette cause depuis 2021. Pour le représentant du maire de la cité balnéaire, l'éducation est une priorité majeure pour Jean-Louis Moulot, avant de souligner que ces distinctions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. C'est pour valoriser le travail de nos élèves, c'est pour leur dire que seul le travail paye. Et aujourd'hui, avoir ces élèves-là contents, c'est le maire Jean-Louis Moulot et le conseil municipal qui sont contents. Le prix d'excellence de la mairie de Grand-Bassam met également en lumière le travail des enseignants et du personnel du système éducatif de cette cité historique et touristique de Côte d'Ivoire. Le système éducation-formation qui est à l'affût de ses meilleurs apprenants. Il se préoccupe tout aussi bien de leur insertion, une dynamique vite fait suivie par le lycée sectoriel de Yopougon. Pour la rentrée prochaine, des notions d'entrepreneuriat sont associées au module de formation en agro-industrie. L'idée, c'est de susciter des vocations, nous disent Khalil Diomandé et Ambroise Assema. Le lycée professionnel sectoriel de Yopougon franchit une nouvelle étape dans sa dynamique de formation. Il scelle un partenariat avec l'association Incube Ivoire, spécialisée dans l'accompagnement de projets innovants, notamment dans le domaine agricole. À travers cette collaboration, l'établissement entend mieux valoriser ses filières en agro-industrie et en maintenance industrielle, tout en cultivant l'esprit d'entreprise chez les apprenants. Le partenariat signé avec le lycée va nous permettre de pouvoir développer des modules d'entrepreneuriat au sein de l'école, accompagner les étudiants sur des notions de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et ce partenariat-là a pour objectif justement de pouvoir permettre le prototypage de nos entrepreneurs qui sont accompagnés, comme je le disais tantôt, sur des chaînes de valeur cacao, manioc, banane, plantain. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir permettre que tous nos apprenants qui sortent d'ici puissent s'insérer durablement dans la vie active. Le partenariat entrera dans sa phase pratique dès la rentrée académique 2025-2026. Une initiative qui s'inscrit dans une volonté commune de faire de la formation professionnelle un véritable levier de développement. Il ne mérite rien s'il ne reste inutilisé. Il est même pour résoudre les cas d'infertilité, tout le potentiel reproducteur est sollicité. Et lorsque la nature ne suit pas, les spécialistes de la procréation in vitro entrent en jeu dans une société où l'infertilité des couples reste encore tabou. La méthode fait ses preuves. Immersion cet après-midi dans l'un des rares centres d'assistance médicale à la procréation du continent. Il est le seul également en Afrique de l'Ouest francophone. On le voit avec Alexis Ouetraogo. Porter la vie.
L'une des plus belles aventures humaines. Mais lorsqu'au sein d'un couple, l'événement heureux se fait longtemps attendre, l'infertilité est redoutée. La patiente que nous rencontrons ce lundi en clinique souhaite garder l'anonymat. Habituée du centre, elle a rendez-vous ce matin pour une consultation préopératoire. Après 4 ans avec mon époux, on a cherché vraiment un bébé. J'ai eu mon premier bébé en 2021. Je suis prête encore pour entamer notre procédure pour avoir un deuxième bébé. On parle d'infertilité lorsqu'un couple est dans l'incapacité de concevoir un enfant après une période de rapports sexuels réguliers et non protégés. Un couple avant 35 ans qui, après 1 an et demi de vie commune, de rapports réguliers, il n'y a pas d'enfant, il faut rapidement venir pour qu'on puisse faire un diagnostic. Si c'est après 35 ans, il ne faut pas attendre 1 an et demi, c'est à partir de 6 mois de vie commune, il faut rapidement venir. Parce que le plus important chez la femme, c'est son âge. L'âge augmente, la fertilité va baisser. Pour Dr Mariam Kadio-Moroko, les causes de l'infertilité sont diverses. Des facteurs génétiques, hormonaux, d'infections ou encore des maladies infantiles déclarées plus tard. Quand on a les oreillons à 15 ans, au lieu de venir là, ici, au niveau des glandes, ici, là, parotidiennes, là, mais ça va directement, ce virus-là se met directement dans le testicule. Et là, il bousille le testicule et l'homme devient infertile. La femme, le problème que nous on rencontre ici, c'est des problèmes de fibrome et puis des problèmes d'anovulation et des femmes qui n'ont pas de trompe. Il faut compter entre 3 à 5 millions pour une FIV en Côte d'Ivoire. L'assistance médicale à la procréation est une solution pour les couples en quête de parentalité. Et justement, aujourd'hui, Dr Oussou nous permet de le suivre au bloc opératoire. Il va prélever des ovules de l'une de ses patientes pour une fécondation in vitro. L'opération va permettre de féconder l'ovule avant d'être transféré à la femme. Nous sommes à la phase cruciale de la prise en charge, avec le recueil des ovocytes de la patiente. Le petit point blanc, c'est l'aiguille. Et là, j'aspire. Là, l'ovocyte est vidé, le follicule est vidé. La patiente est sous anesthésie générale, donc elle ne sent pratiquement rien. La FIV se déroule en plusieurs étapes. De l'autre côté de la pièce, les ovules récupérés sont examinés. Quand il aspire, tous les pas ovules, il y a également des tiges à l'intérieur qui sont vides. C'est le potentiel bébé qui est là. Donc le gynécologue n'a fait qu'aspirer dans l'ovaire. Et donc là, on est en train de... Là maintenant, c'est là que les vraies choses vont commencer. Dans une autre salle, ce sont les spermatozoïdes qui sont passés au peigne fin. Ça, c'est un très bon sperme. Ça permet d'étudier, vous voyez, la mobilité, comment il fonctionne. Vous voyez la différence, hein? C'est un sperme qui n'est pas de très bonne qualité. Vous voyez, il y en a 1 ou 2 là qui se débattent comme ça. Donc, ce patient-là, il est vu, après, on discute et puis on lui propose une fécondation in vitro à 100%. Où on ne voit pas de spermatozoïdes du tout, c'est lorsqu'il y a une éjaculation dans la vessie. C'est dans tous les patients qui ont été opérés de la prostate, voilà, très jeunes. Et là, ils ont une éjaculation dans la vessie. Il faut aller chercher les spermatozoïdes dans les urines. Les éléments les plus sains seront injectés directement dans chaque ovule. Les embryons doivent se développer en laboratoire pendant 2 à 5 jours avant d'être posés dans l'utérus. La procréation assistée exige une prise en charge complète du couple, du gynécologue au biologiste de la reproduction, en passant par le psychologue. L'élément majeur, c'est l'émotion, c'est le stress. Et comment gérer ce stress-là qui va intervenir? On se dit, on a passé beaucoup plus de temps à attendre un enfant, on met beaucoup d'espoir et quand le résultat aussi escompté n'est pas celui qu'on attendait, alors généralement des disputes interviennent. Il y a aussi le visuel de tout l'entourage. Ces situations cumulatives-là vous amènent prochainement à vous replier sur vous parce que ça vous revient toujours que vous n'avez pas les enfants. Et la science va encore plus loin. Les couples atteints de maladies génétiques héréditaires comme la drépanocytose peuvent aussi avoir des enfants sains. Le couple fait d'abord une fécondation in vitro et après la fécondation in vitro, tous les embryons qu'on va obtenir, on analyse ces embryons-là et on ne transfère que les embryons sains, c'est-à-dire les embryons qui ne sont pas porteurs de ces gènes-là.
et ça lui permet d'avoir des enfants qui ne seront pas malades. L'infertilité peut avoir des répercussions importantes. Un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée sont essentiels. À ce jour, plus de 8 millions d'enfants sont nés dans le monde grâce à la fécondation in vitro. Et voilà, ce dossier sur le combat pour donner la vie et l'assistance par la médecine spécialisée de la procréation in vitro, un dossier que vous pourrez revoir sur rti.info. Après le combat pour donner la vie, place maintenant à celui pour la préserver. La Côte d'Ivoire lance officiellement la seconde phase de la vaccination antipaludique avec le vaccin R21 Matrix M. Plus de 3 millions d'enfants de 6 à 23 mois sont la cible dans 75 districts sanitaires après une phase importante dans des zones à forte incidence. Brigitte Zamblé et Didier Nguessan nous en disent plus. La Côte d'Ivoire franchit une étape importante dans la lutte contre le paludisme. Cette maladie est l'une des principales causes de décès chez les moins de 5 ans dans le pays. L'introduction du vaccin antipaludique apparaît comme une réponse scientifique puissante, complémentaire aux stratégies existantes. Organisée par le ministère de la Santé à travers la direction de coordination du programme élargi de vaccination, cette conférence a permis d'annoncer la deuxième phase d'introduction du vaccin antipaludique R21 Matrix M, désormais étendu à l'ensemble des 113 districts sanitaires du pays. Ce vaccin intégré au programme élargi de vaccination, le PEV, représente un progrès scientifique majeur dans la lutte contre les formes graves de paludisme, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi au cours de cette deuxième phase, plus de 944 000 enfants âgés de 6 à 23 mois seront ciblés pour recevoir le vaccin selon le schéma complet des 4 doses. La campagne nationale d'intensification vaccinale est programmée du 14 au 24 juillet 2025. Elle concerne la vaccination de routine chez les enfants de 0 à 23 mois, mais également un rattrapage pour les enfants de 2 à 5 ans. En plus de la vaccination, il y a d'autres activités de santé publique qui sont associées, notamment la distribution de moustiquaires imprégnés, la distribution de déparasitants, de vitamine A et aussi la prise en charge du paludisme. Le vaccin est gratuit et elles n'ont pas de crainte à se faire. Le lancement officiel de cette opération aura lieu à Nzianyankro, dans le département sanitaire de Tia-Salé. Autre actualité sur le commerce local dans la Maraoué, le marché de proximité de Bazré est ouvert. Cette localité du département de Saint-Fra s'inscrit désormais dans la dynamique de la sécurité alimentaire en proposant du vivrier frais sur ce marché, une opportunité économique, écologique mais aussi sociale. Eugène Atobé. Tous les Ivoiriens doivent manger à leur faim, quelle que soit la période de l'année et quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire national. Cet engagement que prend le gouvernement ivoirien pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire trouve sa matérialisation dans le vaste projet de construction de marché de proximité. Bazré, sous-préfecture dans le département de Saint-Fra, région de la Maraoué, en est l'illustration. Si je suis loin, à Kwasi-Kro, dans un campement, et que j'ai une grande production, je peux appeler au marché de proximité. Et puis ils vont me mettre au moins un Kia ou bien un véhicule à ma disposition pour pouvoir faire venir ma production. Et en même temps, ils peuvent m'aider aussi à écouler. Localité de forte production de vivriers essentiellement dominée par les femmes, Bazré va tirer parti de ce marché de proximité. Doté d'une logistique, 2 camions de 5 tonnes, 2 motos et 3 tricycles. Autres atouts, l'utilisation d'instruments de mesure modernes, à l'exemple de la vente au poids en remplacement des instruments de mesure traditionnels et la mise en place d'un dispositif d'information de marché pour l'accompagnement financier des acteurs. 100% des produits vivriers à commercialiser doivent absolument quitter les champs pour finir dans les assiettes des consommateurs. C'est cela que nous voulons. Et c'est à ce prix que les paysans tireront parti de leur labeur. Le Conseil régional de la Maraoué se félicite de l'ouverture du marché de proximité de Bazré et tous les bénéfices que producteurs de vivriers et population
vont en tirer. C'est au nom de toute la population de la Maraoué, au nom de la population du Haut-Sassandra, que nous voulons traduire notre gratitude. C'est une chance, une belle opportunité pour nos populations. 155 marchés de proximité sont prévus dans le cadre du projet d'appui à la collecte et la mise en marché des produits vivriers. Sur la sécurité des productions agricoles, du commerce international, le pouvoir législatif mène des activités de contrôle et de suivi sur les institutions, notamment à l'état-major des armées où une délégation parlementaire a été reçue. C'est une mission sur la sécurité des produits agricoles, notamment le café, le cacao et l'anacarde dans les zones frontalières. Nadège Kassi et Marie-Chantal Akanda. Les agricoles face à la contrebande, c'est tout l'enjeu de cette mission parlementaire. Conduite par l'honorable Mba Coulibaly Idriss, la délégation de l'Assemblée nationale a rencontré à Abidjan les forces de défense et de sécurité autour du chef d'état-major des armées, le général Lassina Doumbia. Objectif, faire le point sur les actions en cours pour protéger le café, le cacao et l'anacarde, des produits stratégiques de plus en plus exposés dans les zones frontalières. Nous sommes venus justement rendre visite au chef d'état-major et à tous les cadres qui l'entourent dans la lutte contre le trafic illicite de nos produits agricoles qui sont le café, le cacao et l'anacarde. Et au cours de cette rencontre, des exposés nous ont été faits, des présentations très claires nous ont été faites par les collaborateurs du chef d'état-major. Et par la suite, le chef d'état-major lui-même nous a donné des éclaircissements sur les missions qui sont les siennes. Et nous repartons donc satisfaits, n'est-ce pas, du travail qui est fait ici. Cette mission s'inscrit dans une dynamique nationale. Initiée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, elle se poursuivra dans d'autres structures clés de l'État, avec un objectif clair, renforcer la souveraineté économique par un meilleur contrôle de nos ressources agricoles. Les engagements de la Côte d'Ivoire s'étendent aux océans, un engagement à protéger les océans, lutter contre la pollution marine, lutter contre l'érosion et développer l'économie bleue. Des décisions prises au concert avec les autorités politiques et administratives des villes côtières du monde au récent sommet sur les océans. C'était à Nice, en France. Davis Soyo. Zéro déchet plastique d'ici 2035. Restauration d'écosystèmes côtiers d'environ 1 million d'hectares. Neutralité carbone dans le transport maritime d'ici 2050. Voici quelques engagements pris par la Côte d'Ivoire lors de sa participation à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, en France. La Côte d'Ivoire a pu déposer, après la ratification de l'accord BBNJ, cet accord a été ratifié le 4 juin 2025 et M. le Premier ministre a déposé officiellement auprès des Nations Unies cette ratification qui est un acte majeur dans la gouvernance des océans. Une réunion bilan du sommet sur l'océan s'impose. Toutes les parties prenantes dans la lutte pour la préservation des océans, notamment le ministère en charge de l'environnement, le CIAPOL, le programme WACA et les partenaires tels que le PNUD font l'état des lieux de l'environnement côtier ivoirien. La mer est menacée par nos pollutions terrestres et nos actions, les actions que nous portons. Aujourd'hui, la problématique mondiale, c'est la pollution plastique, sur laquelle nous avons beaucoup insisté. C'est une pollution, vraiment, elle n'est pas naissante, elle date de longtemps, mais aujourd'hui, les conséquences sur notre santé et notre quotidien. Face aux défis, aux dangers qui frappent le milieu marin, le ministre de l'Environnement appelle à un changement de mentalité. Nous avons demandé que chaque collectivité puisse identifier à son niveau des projets que nous allons mettre en forme avec l'aide des bailleurs de fonds et soumettre à financement. Donc nous souhaitons la mobilisation de tous. Le littoral ivoirien s'étend sur 560 km. Malheureusement, chaque année, il recule en moyenne de 1 à 3 mètres, avec des variations selon les zones. Et la lutte pour la préservation de l'environnement a débuté sur Terre et nous y revenons avec cette initiative dans la commune de Trècheville. Des kits de salubrité sont distribués par la mairie pour encourager la culture de la propreté. Grâce à Gbo et Sévrazegui. Trècheville se veut une commune modèle en matière de salubrité. Pour atteindre cet idéal, le maire François-Albert Amicha investit plus de 30 millions de francs CFA dans l'achat d'équipements d'assainissement. Motos, tricycles, balais,
pelles, gants et râteaux sont remis aux populations ainsi qu'à la brigade de l'environnement. En nous remettant ces kits de salubrité aujourd'hui, vous démontrez votre engagement à nous aider à parfaire notre travail. Les CGQ, les populations de nos différents quartiers vous disent grand merci. Nous allons à notre tour nous engager à prendre soin et utiliser ce matériel avec beaucoup de sérieux. Depuis 2 ans que la brigade de l'environnement existe, la commune de Trècheville a fière allure et le maire en est satisfait. Il félicite donc ses administrés et les populations. La salubrité, ce n'est pas de faire de grandes choses. Ça compte. Mais c'est surtout les efforts fournis pour un changement qualitatif. Le maire de Trècheville donne rendez-vous donc le 7 août prochain à la population pour constater les résultats des travaux de salubrité. Et pour un cadre de vie encore plus sain, un salon s'ouvre cette semaine, une plateforme de réflexion et d'échange sur la gestion des déchets et l'amélioration du cadre de vie. Découvrons les enjeux avec Michel Mambo-Sogodogo. Inondations, sécheresse, vagues de chaleur, des conséquences liées au changement climatique, véritable danger pour la santé publique. Une synergie d'actions s'impose. Il est question de mettre en place des actions préventives pour atténuer ces risques. Le Salon international de la salubrité et de l'environnement, CISE, répond à la problématique. Si les populations sont sensibilisées, sont éduquées sur la question d'éco-citoyenneté, nous avons 90% des problèmes résolus face aux défis liés au changement climatique. Nous avons dénommé ce salon comme étant un catalyseur international aux normes environnementales. Nous venons aux appuis de l'État sur la question environnementale. Plus de 200 exposants, 5000 visiteurs attendus le 18 juillet prochain pour cette première édition dans la commune de Cocody. Renforcer la résilience du système de santé et du cadre de vie face aux défis climatiques, enjeu majeur de CISE 2025. À la moitié du mois de juillet, les couleurs de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'annoncent. Dans un peu plus de 20 jours, la ville de Bouaké accueillera la fête nationale le 7 août prochain en présence du président de la République Alassane Ouattara. Une annonce qui met toute la ville en ébullition. Vous allez le voir, les autorités locales, les services techniques et les populations, tous se préparent pour ce grand événement dont nous parlent Laure Goretti et Soro Corona. Bouaké, ville choisie pour abriter les festivités nationales marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, prévu le 7 août prochain en présence du président de la République Alassane Ouattara. L'annonce est faite à la préfecture de région, aux directeurs régionaux et chefs de service. Je souhaite que nous puissions être toujours présents et être mobilisés pour que la célébration du 65e anniversaire dans notre localité se passe de façon grandiose et dans de très bonnes conditions. Le choix de la ville de Bouaké réjouit les populations qui attendent beaucoup de cette fête dans leur localité en termes d'action de développement. Je suis infiniment reconnaissant au chef de l'État qui va élever Bouaké, qui va honorer Bouaké. Vraiment un sentiment de joie parce que nous savons tous que Bouaké c'est la deuxième ville. Je souhaiterais qu'on puisse penser plus à la jeunesse, renforcer le plateau technique. C'est vrai qu'il y en a qui existent, mais il faut renforcer davantage. La nouvelle amène plusieurs directions régionales à se mettre à la tâche, comme ici à la direction régionale des transports. Les plans de circulation sont déjà élaborés. La place qui a été réservée pour les festivités, c'est la nationale A8. Et il y a des plans de circulation qui sont mis en place pour des déviations. Et tout ça, c'est porté à l'information de tous les usagers via les médias possibles. Oui, la voie sera fermée d'abord à une semaine moins des festivités pour les préparatifs, pour les essais, pour les défilés. Et le jour de la cérémonie, l'accès sera interdit, mais il y aura toujours des plans de déviation pour la mobilité urbaine. À la direction régionale du commerce et de l'industrie, même constat. Le directeur régional, Fadiga Mamadou, rassure. Le travail de veille stratégique, c'est-à-dire la surveillance du marché, faire en sorte que pendant cette période-là, toutes les personnes qui viendront dans notre ville ici puissent consommer des aliments sains. À quelques semaines, les autorités locales et la population pour faire de ce 65e anniversaire un événement mémorable.
à la hauteur des ambitions de la Côte d'Ivoire. Mala Bouaké est visiblement très enthousiaste à l'idée de recevoir le chef de l'État dans le cadre de la fête nationale le 7 août prochain. Du côté du Mali, les rebelles du FLA et les djihadistes du JNIM se sont coordonnés contre l'armée régulière dans le nord du pays. Les rebelles du FLA, le Front de libération de l'Azawad, affirment avoir totalement neutralisé un convoi militaire malien entre Kidal et Anfis. Les rebelles affirment aussi avoir détruit ou emporté la totalité des véhicules et assurent avoir fait plusieurs victimes sans fournir pour autant un bilan humain précis. L'armée, de son côté, a reconnu dans un communiqué publié que des combats ont eu lieu sans communiquer sur l'issue de ces combats. Actualité sur le commerce international entre les États-Unis et la Russie. Le président américain Donald Trump a averti qu'il imposerait des droits de douane punitifs à la Russie si un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine était conclu d'ici 50 jours. Une déclaration qui marque un durcissement du ton à l'égard du Kremlin après des mois de critiques mesurées. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 13h pour un autre journal sur l'actualité d'ici et du monde. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bel après-midi. À 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran pour d'autres informations d'ici et du monde.